Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro du Synthé Night Club. 9 matchs sans défaite. Il aura fallu attendre une série de 9 matchs sans défaite pour que la présidence vienne nous faire un petit coucou. Alors oui, l'objectif a toujours été de remonter la saison prochaine, la vente est toujours en cours, bon, on attendait que ça aille juste mieux. D'ailleurs, je serais curieux de savoir combien nous coûte le mandat de KPMG qui s'occupe de la vente depuis quand même un bon moment maintenant. Bref, on va laisser cette interview de côté pour se concentrer sur le terrain et le sportif qui nous donne quand même des vrais motifs de réjouissance depuis plusieurs semaines. On marque 4 buts, dont un dans les premières secondes. Souvenez-vous, il y a quelques mois, on était ceux qui prenaient ce but dans les premières secondes. Nkunku et Wadji, qui nous avaient fait peur lors de leur première prestation, sont en train de porter le club et de voler sur l'eau. Alors certes, on en prend 2, la moyenne du début de saison, mais dans un match aussi enlevé, c'est presque normal, et l'Arseneur, il pouvait pas y faire grand-chose. Alors certes, on se retrouve dans une situation où on est dans le ventre mou, pas hyper excitant, presque sauvé, loin de la montée, mais ce renouveau fait du bien, et comme l'a dit notre cher Roland, depuis cet hiver, on prépare la saison d'après. Ce soir, on va donc revenir longuement sur cette belle victoire à domicile contre le Paris FC. Pas à domicile, à l'extérieur. Bon, on aurait dit l'inverse, mais on était bien à l'extérieur. On va débriefer ce match, au moins pour nos supporters qui étaient au stade et qui ont vu le match à travers des barésilles. On aura le premier instant chroniqueur d'Elias, et puis on parlera du prochain match contre Grenoble. Pour m'accompagner dans cette émission ce soir, j'ai convié Alex. Bonsoir Alex. Eh ben salut Keun, salut à tous. Comment ça va ? Oh bah ça va forcément avec ton intro, tu rappelles qu'on est à 9 matchs sans défaite et ça c'est extrêmement bon pour le moral. Ouais, donc, c'est très satisfaisant. J'en profite pour remercier David ASSE59 dans le chat qui a pris un abonnement avec Prime Gaming et qui soutient donc le Synthé Night Club, et je salue Joss Randall qui me compare à Geoffrey Dernis. D'ailleurs, je vais vous demander un petit peu ce que vous en pensez dans le chat, mais sur la conversation Synthé Night Club, il y a plein de gens qui ont dit que je ressemblais à Geoffrey Dernis. Je vous laisse juge, vous me direz dans le chat si vous retrouvez que je ressemble à Geoffrey Dernis. J'ai également ce soir convié un nouveau camarade de jeu, je vous demande d'accueillir comme il se doit, Elias. Bonsoir Elias. Salut Keun, salut Alex, salut Karl, salut à tous les auditeurs et auditrices du SNC. Comment tu vas Elias ? Super, un week-end de victoire, donc tout va bien. Est-ce que tu peux te présenter vite fait pour notre audience qui ne te connaît peut-être pas ? Je m'appelle Elias et je suis le rédacteur des articles scouting sur Peuple Vert. Donc voilà, et maintenant j'ai intégré la grande famille du SNC. Donc c'est toi qui avais fait des articles sur Mohamed, le joueur égyptien ? Ouais, c'est ça. Non, j'avais fait les derniers articles j'ai fait pas mal de joueurs. J'en avais fait un sur par exemple Amin El Ouazzani qui avait signé à Guingamp là, pendant la trêve. Sur Ismaël Boura, j'en ai fait 5 ou 6, quelque chose comme ça. Okay. Et puis voilà, donc c'est ma passion, donc ça me fait plaisir de faire des trucs comme ça, surtout quand c'est pour synthé. Parfait. Bienvenue parmi nous. Et ce soir, donc, tu auras ta première chronique dans le SNC où tu vas nous parler justement un petit peu du futur mercato, si j'ai bien compris. Et puis avec nous, ce soir, il y a aussi le beau, l'intrépide, le chevelu Karl Husso. Bonsoir Karl. Bonsoir, Keun, bienvenue Elias, bonsoir Alex et bonsoir le chat. Je fais toujours en début d'émission quand j'y participe mon petit bilan personnel, donc je tiens juste à dire qu'en 2023 j'ai vu 0 défaite. Et voilà, je tenais à le souligner parce qu'on m'a beaucoup attaqué sur le sujet, donc voilà. Tout à fait, t'étais au stade, derrière le filet de pêche là. Derrière le filet de pêche, j'ai rien vu, en tout cas la première mi-temps j'ai rien vu, mais j'étais là. Ok. Ouais, non, vraiment, c'était... mini parenthèse là-dessus, mais c'était vraiment relou, ce filet. Première mi-temps, en plus, on était il y avait le soleil qui reflétait dans le filet, donc c'était vraiment moche, et puis on voyait pas grand-chose. Et puis en deuxième mi-temps, quand le soleil s'est couché, c'était un peu plus visible, mais c'est n'importe quoi de mettre un filet. On se croyait vraiment dans une cage, quoi. C'était insultant, en fait. Donc, voilà. Avec en plus la piste d'athlétisme qui t'éloigne du terrain. Ah, mais Wadji, on était en décalage horaire avec lui sur le premier but. On avait 1 heure de décalage. Exactement.
Bon, en tout cas, bonsoir à vous aussi qui nous écoutez en direct sur Twitch ou en podcast ailleurs. Sachez que si vous voulez participer et intervenir dans l'émission, vous pouvez le faire directement via le chat. Et donc ce sera Karl qui sera chargé de faire remonter vos remarques pertinentes. Et puis on prendra aussi quelqu'un en vocal ce soir pour réagir à la chronique du jour. Et ça se passe sur le Discord du SNC. Donc si vous voulez rejoindre le Discord, si vous avez un bon micro et que vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas, on fera ça ce soir aussi. Allez, c'est parti, débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Alors messieurs, je vais vous demander déjà un premier aperçu global sur le match contre Paris. En un mot, qu'est-ce que tu retiendrais, mon cher Alex ? En un seul mot. En un seul mot. En un seul mot, mais après tu développes, bien sûr. Ouais, je développe. Non, ce que je retiendrai, c'est réalisme offensif. Ouais. Mais en revanche, de grosses difficultés défensives. Un match extrêmement bizarre, en fait. Voilà, c'est ça que je retiens, c'est que c'était un match extrêmement bizarre où on avait l'impression que chaque attaque pouvait terminer en but, surtout du côté de Paris, de la défense parisienne. J'ai vu des choses que j'avais rarement vues à ce niveau-là depuis bien longtemps. Des erreurs incroyables du côté des Parisiens. Et ça me laisse penser que certes Saint-Etienne fait une belle perf, mais alors Paris a vraiment livré une rencontre catastrophique défensivement. Ok, donc un bilan un petit peu mitigé malgré la victoire. Elias, toi, qu'est-ce que tu retiens en principal ? En un seul mot, je dirais renversant. Ouais. En fait, c'est, comme l'a dit Alex, c'était un match super bizarre. On ouvre le score très rapidement. On se dit qu'on se facilite la tâche. Et puis finalement, 10 minutes plus tard, ils égalisent à peu près. Donc, et puis sur chaque attaque, je trouvais qu'ils nous faisaient mal. Donc c'est vrai que les deux défenses, il y avait beaucoup d'espace des deux côtés. Puis ouais, c'était très 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 bizarre comme rencontre. Puis la deuxième mi-temps, par contre, on démarre très mal, je trouve. Mais après, dès qu'il y a le but de Nkunku, on a su dérouler derrière. On a su bien maîtriser, bien enfoncer le clou au bon moment. Et donc la deuxième mi-temps, elle est très satisfaisante, mais la première, c'était un match assez bizarre quand même. Tu parles du but de Nkunku, du premier but de Nkunku, du coup. Le but de 35 mètres, mini parenthèse, fait exprès ou pas fait exprès selon toi ? Pour moi, il n'est pas fait exprès. En fait, quand on regarde la position de son pied, il ouvre le pied, mais pour centrer, j'ai l'impression qu'il la tape du devant du pied, son intérieur, et qu'elle part tout droit. Après, si c'est pas fait exprès, on a beaucoup de réussite et tant mieux. C'est mérité vu son match aussi. Mais si c'est fait exprès, c'est un coup de génie par contre. Bah, surtout que ça fait un peu tir à l'aveugle, quoi, parce qu'il regarde pas le but. Ouais, j'ai l'impression qu'il prend jamais l'information sur des Marconnais. Ouais, je sais pas, je suis pas d'accord avec vous. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il prend l'info en regardant la cage et pour moi, ce but, il est complètement volontaire. Mais je sais pas, on a peut-être pas la même perception du but. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat ? Allez-y. Ouais. Dites-nous. Pour moi, quand il prend l'info, moi je trouve qu'il regarde plutôt le centre. Je sais plus si c'est Wadji ou Crasso qui fait un mouvement dans la surface. J'ai l'impression qu'il veut mettre un centre lointain. Mais ouais, par contre, il est magnifique son but. Et si c'est fait exprès, c'est vraiment un coup de génie, quoi. Il n'y a que lui qui a la réponse après. Je vois que Pascal dit c'est pas fait exprès, il l'a dit en interview après le match. Bon, et ben en tout cas, que ce soit fait exprès ou pas fait exprès, on le prend parce qu'il nous a vraiment mis... c'était un match à scénario et il l'a fait tourner en notre faveur, donc on prend sans problème. Et ben justement, on parlait un petit peu des errements défensif. Je vais vous afficher la composition avec les notes qu'ont donné les chroniqueurs du Synthé Night Club. Je vais venir vers toi, Alex. Tu parlais de la prestation défensive qui n'avait pas forcément été à la hauteur. Pour toi, tu l'expliques comment ? Est-ce que tu l'expliques par le 11 de départ et les individualités en défense, ou est-ce que tu penses que c'est plus une question d'organisation et de placement ? Non, je pense que c'est d'abord l'absence d'Anthony Briançon qui n'était pas présent dans l'axe central de la défense à 3. D'ailleurs, on a des nouvelles de son IRM, de ce que ça a donné, parce qu'on sait qu'il était absent ce week-end, mais peut-être plus. Des nouvelles comme ça, non, je te trouve l'info et puis je te dis. Okay.
là, j'ai pas comme ça. Mais de toute manière, le club a annoncé en tout cas tes 6 semaines certainement d'absence, hein, il me semble, et on n'est pas loin quand même de la fin de saison. Donc moi, je ne sais pas si on reverra Anthony Briançon sur les pelouses. Quoi qu'il en soit, son absence a été préjudiciable. Seydou Sow a été replacé dans cet axe. Avec les errements qu'on a vus sur les 2 premiers buts, sur les 2 buts parisiens, Seydou Sow est largement, sa responsabilité est largement engagée. On parlera quand même aussi de la perte de balle de Cafaro sur le premier but parisien, mais il est à chaque fois au marquage et sur un marquage extrêmement éloigné du joueur parisien. Voilà, donc. Pour moi, c'est le défenseur qui a fait le plus mauvais match, qui a rendu la moins bonne copie. Après, Léo Petro à gauche, je suis pas un grand fan de Léo Petro. Donc, pour moi, sa présence fragilise la triplette de défenseurs centraux, même si il n'a pas fait un mauvais match ce samedi. Mais en tout cas, on a senti une grosse fragilité. Et puis, encore une fois, dans un match extrêmement bizarre. Un match où les 2 équipes ont été coupées en 2 quasiment toute la rencontre, sauf Saint-Etienne qui en deuxième mi-temps a remis un petit peu a resserré un peu les lignes, mais sinon c'était assez bizarre et du coup la défense n'a pas été aidée non plus par son milieu de terrain. Elias, t'en as pensé quoi et je vais élargir un petit peu de la prestation défensive sur le 11 de départ de manière générale, parce que on sait que mine de rien, certes il y a eu l'absence de Briançon, mais il y a aussi pas mal de choix à faire en ce moment, notamment au milieu de terrain avec Fomba, Monconduit, Mouefek, Bouchouari, Lobry qui se battent un petit peu pour les mêmes postes. Qu'est-ce que t'as pensé de ce 11 de départ aligné par Laurent Batles ? C'était un 11 plutôt logique. C'était dans la continuité des bonnes performances, des dernières bonnes performances. Après, moi, je suis un peu plus indulgent sur les joueurs et je vais plus rejeter la faute sur Laurent Batles, en fait, parce que j'ai trouvé que, surtout en première mi-temps, on a été noyé, la ligne défensive a été noyée sous les assauts des Parisiens, avec Iglesias et Mandouki, le capitaine, qui se projetait vachement dans les demi-espaces et on n'avait vraiment qu'une ligne de 3 derrière, c'est-à-dire on ne défendait pas à 5, on défendait avec Apia, So et Petro et on avait Guilavogui et Kebal qui jouaient sur les côtés et qui arrivaient bien à excentrer nos 2 défenseurs centraux excentrés. C'est vrai que pour le coup Nkunku et Cafaro sont pas les pistons les plus défensifs de l'histoire. Ouais, c'est ça. Mais peut-être Batles aurait dû faire redescendre quelqu'un, peut-être Fomba, le faire redescendre dans l'axe et défendre à 4, comme il avait fait contre Annecy. Ouais, voilà, comme il avait fait contre Annecy avec Monconduit, qui avait été plutôt satisfaisant. Et en fait, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'espace aussi, parce que les 2 milieux, les 2 numéros 8 parisiens se projetaient beaucoup. Donc derrière, nous, on avait les espaces aussi. Mais c'est pour ça que j'en veux moins aux joueurs. Après... la ligne défensive, l'absence de Briançon, c'est vrai qu'on l'a ressenti défensivement. C'est sûr que ces derniers temps, je trouvais que c'était vraiment un patron dans l'axe et que là, c'était un peu plus léger avec So. Même si j'ai bien aimé l'attitude de So avec ballon, sans ballon, ça a été un peu plus compliqué. En termes de placement notamment, effectivement. Mon cher Karl, sur ces premières questions, sur le 11 de départ de Batles et sur la fébrilité défensive, est-ce que tu as trouvé des choses intéressantes qui nous remontent ? Oui. Alors déjà, je vais compléter ce que disait Alex sur la blessure de Briançon. Donc oui, c'est 4 à 6 semaines, c'est la même durée d'indisponibilité pronostiquée, entre guillemets, que pour Kada Bamba. Okay. Mais pour Anthony Briançon, c'est une lésion musculaire au mollet gauche. Okay. Donc voilà. Après, pour revenir au chat et aux discussions que vous aviez, y a Céline qui dit So axial, c'était une catastrophe. Leïla qui prend sa défense, qui dit que So n'est pas le seul responsable. Albert qui nous dit So à la rue sur le premier but, mais Fomba a laissé partir Iglesias sur le deuxième but et So était trop loin, mais la perte de balle de Cafaro est tout aussi coupable. Y a Hervé qui pousse un petit coup de gueule. Ouais, je l'ai vu, son coup de gueule, il est intéressant. Je te coupe vite fait pour dire que là, je vous affiche les notes qui ont été données par les supporters après celles qui ont été données par le Saint-Étienne Club. Vas-y, pardon, je te laisse reprendre. Donc Hervé, notre cher Hervé qui nous dit ça devient un peu pénible d'entendre semaine après semaine que les adversaires des Verts sont bidons et catastrophiques. Les Verts, ils sont peut-être un peu pour quelque chose. Pendant 4 mois, on en a joué des trompettes et on prenait pas de points.
on a enfin une équipe capable de marquer un but de plus, ça marche aussi pour gagner. Voilà. Il y a David qui nous dit l'absence de Briançon s'est fait vraiment ressentir, c'est un gros coup dur, c'est là qu'on voit l'importance de notre capitaine. Nico qui nous dit c'est un peu la faute aux absents, et Asso qui doit jouer avec un patron à ses côtés. La défense sans son patron a donné quelques sueurs froides, mais l'Arseneur a fait le boulot. Donc voilà, il y a toujours l'absence de Briançon qui revient, le manque d'un patron dans cette défense, et voilà. Ok. Et c'est vrai que le manque de patron dans la défense est compensé par le côté patron de l'Arseneur, mais c'est pas un joueur de champ, donc il peut pas tout faire lui-même. Tant qu'on est un petit peu sur les individualités, je crois que on va parler de Nielsen Kunku. Je crois qu'il est un peu ressorti de ce match, notre piston gauche. Moi je me souviens, j'étais à l'animation du SNC lors des premiers matchs de Nkunku, les 2 premiers matchs où je m'étais vraiment très sincèrement posé beaucoup de questions sur son niveau, où je crois qu'il avait joué dans une défense à 4, au moins pour son premier match, et où ça avait été très compliqué notamment défensivement. Et puis là, depuis quand même pas mal de semaines maintenant, il est assez stratosphérique. Est-ce que pour vous, il est en surperformance et ça risque de retomber, ou est-ce qu'il est à son niveau parce qu'il est à sa place et c'est de bon augure pour la suite? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il peut continuer comme ça? Ouais, je pense qu'il est à sa place d'abord. C'est un vrai latéral offensif qui est fait pour ce type de système. Il est clairement plus offensif que défensif, ça c'est sûr. Il est très souvent attiré par l'attaque. Hein. On voit d'ailleurs au niveau de son activité que la grande majorité de son activité, elle se passe dans le camp adverse. C'est un joueur adroit en plus, généreux. C'est un joueur que je trouve assez intelligent dans sa façon comment dire, d'aborder les actions, de combiner. Voilà, et je pense qu'il est en train de franchir un palier à Saint-Étienne, ce qui est une très bonne chose pour nous. Il semblerait qu'on ait une option d'achat sur ce joueur-là. En tout cas, on en parle beaucoup. Ouais. Si on peut la lever, ce serait une très bonne chose. Maintenant, je me méfie toujours parce qu'on a toujours peur que du moment où ça va cesser, c'est comme une série, on se dit toujours, mais à quel moment elle va s'arrêter? Je me dis toujours, est-ce qu'à un moment donné, ce niveau de performance, il peut le tenir encore un long moment? Est-ce qu'il n'est pas sur en effet, de la surperformance? On l'avait vu, est-ce qu'un effet caserie peut exister chez Nkunku, par exemple, où Caserie était capable de faire 10-12 matchs en mettant beaucoup de buts, en étant performant, et puis ensuite ne plus exister pendant quasiment une année. Donc voilà, je ne sais pas, mais en même temps, il a la jeunesse pour lui, il a un bon état d'esprit, je trouve qu'il joue, il est tourné vers le collectif. Moi, en tout cas, j'aimerais bien le revoir en vert l'année prochaine, ce joueur-là. Ouais. Elias, tu partages cet avis? Ouais, je suis totalement d'accord avec Alex. Si c'est vrai que l'option elle est à 2 millions, faut faire sauter la banque là. Il y a pas d'autre chose parce que sportivement c'est un apport conséquent. Après, est-ce que peut-être aussi, tant mieux pour lui, il paye pas le fait qu'en début de saison on a joué avec des pistons mais c'était le néant quoi. Et que lui il a toutes les qualités pour jouer à ce poste-là, c'est-à-dire il est percutant avec ballon, sans ballon, il enchaîne les efforts. Il fait mal, il centre bien. Vraiment, il a besoin de personne pour activer son couloir. C'est-à-dire, tout seul, il arrive à faire des différences, même sans combiner avec les autres. Et il est décisif surtout. Ça, c'est hyper important. Donc, j'étais un peu plus, on va dire, critique avec lui ces dernières semaines. Enfin, sur 2 derniers matchs. Je trouvais qu'il en faisait trop et que ça défendait bien sur lui. Ça lui empêchait de prendre le couloir. Il rentrait beaucoup à l'intérieur. Et j'avais beaucoup de mal avec ce jeu-là. Mais là, samedi, franchement, il a éclaboussé le match par son talent, par sa persévérance, par ses qualités. Après, il ne faut pas oublier quelque chose. Déjà, il est très jeune, comme l'a dit Alex. C'est-à-dire qu'il a été convoqué encore avec les espoirs de l'équipe de France. Et quand il était à Marseille, c'était un bon prospect du centre de formation de Marseille. Ouais. Il part en Angleterre parce qu'ils offrent 2 millions déjà, je crois, à l'époque, pour un jeune qui a 17-18 ans et qui a 0 apparition professionnelle. Et puis Marseille, donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas tendance à beaucoup lancer de jeunes de toute manière. C'est ça. Déjà, quand on fait des entraînements avec le groupe pro à Marseille, c'est qu'on a quelque chose.
Donc, il avait eu du mal à confirmer. Je l'avais observé un peu avec Cardiff, je le trouvais un peu poulet sans tête, c'est-à-dire qu'il fonçait, il fonçait, il fonçait. Mais Il là, jouait a dans un une peu défense à 4 ou à 5 Ouais, à par contre, Cardiff? il jouait dans une défense à 4, quand Ouais. j'ai vu, moi. Mais par contre, on ne le voyait que sur le plan offensif. Et ça a bien confirmé ce qu'on a vu. Contre Bastia, il est complètement dépassé. Donc, le fait de l'avoir replacé en piston, c'est bénéfique pour lui et c'est bénéfique pour nous. Donc, tant mieux. Ça c'est clair que c'est clairement quelque chose qu'on peut reconnaître à la cellule de recrutement de Saint-Etienne. C'est que Batles l'a dit en conférence de presse, je sais plus si pour quel match c'était, mais qu'ils avaient fait le recrutement en fonction du système dans lequel ils voulaient jouer Batles. Et c'est vrai que il a clairement le profil pour jouer dans une défense à 5 tel que l'investit Laurent Batles. Ce qui est incroyable, Kun, c'est qu'on soit obligé de faire cette parenthèse-là. Ouais, oui, grave. Voilà, mais bon, Ouais. c'était une parenthèse. Oui, non, mais tu fais bien de le souligner. J'ai parlé vite fait en introduction du petit interview de Roland Romeyer. On reviendra peut-être dessus pendant la soirée. Karl, dans le chat, qu'est-ce que ça dit sur notre ami Nkunku? J'imagine que c'est un peu dithyrambique. Oui, mais comme on l'est tous, donc ouais, à l'image des chroniqueurs. Il y a SNR qui nous dit c'est en piston qu'il s'exprime le mieux. Il y a Albert qui temporise un petit peu et qui nous dit Nils Nkunku est à son niveau sur le plan offensif, mais Petro est trop livré à lui-même et contre Guilavogui, il a souffert. David nous dit Nkunku est à son niveau, ce système est fait pour lui, l'équipe maîtrise maintenant parfaitement ce système. Là, il s'éclate. Alors, il y a Joss qui nous dit vu la mentalité du joueur, peu probable qu'il ait envie de rester en Ligue 2. Ça malheureusement effectivement ça fait un peu peur. On l'a vu en interview récemment, Nkunku qui quand on leur posait des questions sur leur avenir, il y avait Briançon, Batles et Nkunku. Briançon et Batles ont évidemment dit qu'ils seraient là l'année prochaine. Nkunku dit bon, il a rien dit de catastrophique, hein, mais il a dit que sa situation était quand même assez différente. Oui, c'est exactement ça, c'était dans le podcast. Ça veut pas dire qu'il restera pas, mais ça veut dire que bon, c'est loin d'être fait, quoi. Évidemment. Donc après, je vais juste 2-3 commentaires en plus. Il y a Pascal qui nous dit défensivement, il a encore des progrès à faire, mais quel apport offensif, il peut finir la saison à ce niveau. Il a un bon physique et en pleine confiance. L'option d'achat est abordable selon certains sites et inabordable selon d'autres sources. Bon, on tourne un peu toujours sur le progrès évoqué une somme de 2 millions. Enfin, tous les médias sortent des chiffres dans ces eaux-là. Ouais. Il y a Patrice qui nous dit pour Nils Nkunku, offensivement, c'est très bien. Je ne m'attendais pas à un tel niveau. Par contre, attention, car défensivement, ça reste très limité. On joue avec un piston purement offensif, ce qui laisse son côté ouvert. Donc voilà, dithyrambique sur son apport offensif, un peu plus mesuré sur le vide qu'il peut laisser défensivement sur certaines contre-offensives. Okay. Mais il y a un truc qui est important quand même. Ouais, vas-y, Elias, je t'en prie. Merci Alex. Ouais, si je peux rajouter quelque chose, c'est que en fait, tactiquement aussi, Batles se met vachement en valeur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de ballons. Et vu qu'on a beaucoup de ballons, il peut exploiter ses qualités offensives. Maintenant, avec le même système, est-ce que si on tombe sur une équipe qui nous pique le ballon et il va être obligé de faire des efforts défensifs et voire de défendre sur une ligne de 5, est-ce qu'il aura le même rendement? J'en suis moins sûr. Après, vu la philosophie de Batles, il n'y a rien à dire, il correspond parfaitement au jeu que veut pratiquer le coach. Donc, c'est une recrue à faire, quoi. Ouais, et on peut ne pas être un grand fan de Léo Petro comme je le suis, mais on doit reconnaître à Léo Petro, par contre, sa faculté à être très très bon dans les duels, dans les 1 contre 1. Je trouve que justement, lui qui est parfois un petit peu abandonné par Nils Nkunku, qui n'a pas toujours le coffre pour revenir suffisamment vite, sur les situations de 1 contre 1, Léo Petro se débrouille globalement assez bien et voilà, et c'est un joueur qui du coup fait profiter de sa qualité sur un côté où il se retrouve un peu seul. On se souvient que Petro, bon, il a été formé chez nous, hein, mais quand on l'a récupéré à Lorient, les supporters de Lorient nous l'avaient revendu comme étant Sergio Petro, le défenseur qui ne perdait aucun duel, quoi. Après, avec Petro, la chose avec Petro, il faut différencier de Lorient et Saint-Etienne. C'est-à-dire que Lorient jouait très très bas. Il jouait le maintien en plus comme nous l'année dernière. Mais je me rappelle, je me souviens plus de l'adversaire, mais je me souviens d'un match un vendredi soir. Il était titulaire, Léo Petro, et il avait fait une très bonne performance, mais en jouant très très bas, tout le temps dans sa surface, où ça jouait tout le temps en contre. Là, c'est une situation différente. Il doit jouer très haut, on a une ligne défensive très haut, et il doit couvrir beaucoup d'espace.
et aller sur le côté en plus. Donc des fois, il a des ailiers qui sont très rapides. Guilavogui, il a fait très très mal, je trouve, surtout en première mi-temps. En deuxième période, ça a été beaucoup mieux, comme toute l'équipe. Donc c'est vrai qu'il a du mérite à défendre tout seul, mais je suis assez dubitatif sur le Petro quand même. Et Elias, une petite question, excuse-moi, mais est-ce que toi tu penses qu'il serait plus à l'aise en l'absence de Briançon dans l'axe central, au centre des trois? C'est le seul gaucher, ça c'est un problème. Enfin, il y a Michael Nadé, mais je suis pas trop fan de Michael Nadé non plus. Donc je pense que Batles a envie de garder un gaucher à gauche, un droitier à droite. Je vois mal Apia être bougé de son poste de défenseur central droit. So à gauche, c'était pas mal, hein? Ouais, So à gauche, c'était pas mal. Et surtout que la semaine dernière, il avait un client, il avait Amadou Sagna, qui va très vite de Niort, qui est très bon dans le 1 contre 1, et il a mangé tout le match. Donc c'est vrai que So a été performant à gauche. Pourquoi pas tester, mais So, j'ai bien aimé avec Ballon ce qu'il a proposé, et j'aimerais que Léo Petro propose ça dans ses prochaines performances, c'est d'être plus ambitieux avec Ballon, c'est-à-dire que Petro, souvent, il joue soit sur Nkunku, soit une passe simple sur So, qu'il essaye de casser des lignes. Je pense qu'il a la capacité avec son pied gauche de le faire, et on le voit pas assez. Et c'est dommage, ça me mettrait encore plus en valeur. Ouais, il faut qu'il se libère un petit peu. Juste, j'ai vu un message qui m'a fait rire de David dans le chat qui dit au pire, si on perd, pas de souci, si on perd Nkunku, on va récupérer Masson. Effectivement, n'oublions pas que Masson est parti uniquement en prêt. Et deuxième si Masson va revenir, là. Oui, si Masson revient. Et autre mini parenthèse, c'est vrai qu'on se connaissait pas avant ce soir, Elias, mais sache que ça fait plaisir d'avoir un accent stéphanois avec nous. Tant qu'on est sur les individualités, si je reprends les notes des supporters et les notes qu'ont donné les chroniqueurs du Saint-Étienne Night Club, on voit qu'avec Nkunku, le deuxième homme du match, c'est Gauthier Larsonneur. Gauthier Larsonneur, j'ai l'impression qu'on en parle un petit peu chaque semaine. Mais la question est simple, est-ce que pour vous, le renouveau qu'on est en train de vivre, il est en grande partie lié à Gauthier Larsonneur? Est-ce que Larsonneur, ça change tout au final? Oui. Je prends la parole si Elias. Mais oui, ça change tout. C'est un vrai leader. Mais j'ai l'impression en fait qu'à chaque fois que j'interviens dans l'émission, je dis un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a su rassurer d'abord toute la défense. Les défenseurs se disent aujourd'hui qu'ils ont un gardien de très très bon niveau dans les buts, qui est en confiance. Et c'est ça le plus important, parce que je ne vais pas dénigrer Green ni Dreyer d'ailleurs, hein, mais ces deux gardiens-là étaient moyennement en confiance, pour pas dire pas du tout. Et là, on a quelqu'un qui est en confiance et qui permet aux autres d'infuser dans cette confiance. Donc ça, c'est très important, je trouve. Donc oui, il y a un effet Larsonneur qui est indéniable. D'ailleurs, il a 8 et je crois qu'il fait un seul arrêt dans la rencontre. Mais j'ai ces stats là sous les yeux, 90 minutes jouées, 34 ballons touchés, 5 ballons sauvés, 4 arrêts dans la surface, 2 sorties aériennes, 1 dégagement, un duel au sol remporté sur 1. Ouais, il fait 2 gros arrêts. J'avais pas la stat. Oui, je me rappelle de la lucarne. La lucarne à la fin là, faut aller la chercher. Je sais qu'il s'est fait exploser le nez aussi, mais c'est tout. J'avais mis sur Kebal. Non, exact. Décalage et après que Ahmed glisse et essaye de tacler le ballon et il se reprend bien. Non, mais Larsonneur, c'est un ajout considérable. Et puis, je trouve que déjà, il apporte quelque chose mentalement, c'est-à-dire il motive ses troupes, il replace, il encourage. Et quand on est gardien, quand on est défenseur, on a besoin de gardiens comme ça. Et puis, faut pas oublier qu'il y a une rencontre. Alors, j'espère pas me tromper, mais je crois que c'est contre Annecy. Il fait une boulette et il concède un but. Mais derrière, je l'ai pas vu douter, je l'ai pas vu être emprunté. En fait, il s'est direct. Ça aurait été Green à sa place, mais le mec aurait complètement plongé, quoi. Donc, ça aurait été Green, il aurait fait une sortie hors de la surface et carton rouge. Non, on respecte Étienne Green, mais oui, c'est vrai qu'on était un peu habitué à ça. Mais Larsonneur, je pense qu'il apporte beaucoup de confiance aussi à sa défense. Et ça, c'est pas négligeable, surtout dans la situation où on était, où on est moins maintenant. Mais non, ça a été un ajout considérable au mercato d'hiver. C'était un transfert à faire, ça. Il n'y avait pas de doute sur ça.
Karl, est-ce que tu peux nous lire tous les compliments que mérite l'Arseneur et qui pleuvent dans le chat? Avec un grand plaisir. Allez. Il y a David qui nous dit l'Arseneur est le meilleur gardien depuis le départ de la RUF. Il y a super joueur et quelle sympathie pour Nico. Jouer avec un gardien performant change absolument tout pour Romain. C'est sûrement notre meilleur recrue pour SNR. Ça, je sais que c'est un débat qui anime beaucoup de supporters. Gauthier l'Arseneur est rassurant pour la défense et en effet, ça change tout pour Patrice. Alors, observation très importante et très juste. David qui nous dit depuis qu'on l'a recruté, Valenciennes est à la ramasse. On va rappeler que depuis, ils ont recruté Bagic, l'ancien Stéphanois d'ailleurs. Albert qui nous dit l'Arseneur, ça change tout. Il suffit de voir Valenciennes aujourd'hui et son absence. Le club risque de descendre alors que les nordistes étaient dans le top 10 avec lui. Ça revient, c'est la même idée. Il y a Pascal qui nous dit je me souviens qu'ici, certains auraient préféré Galon à l'Arseneur. Je ne comprenais pas pourquoi à l'époque et je ne comprends toujours pas pourquoi. Il fait une grande saison tant à Valenciennes que chez nous. Il est top, ce petit gardien explosif et rassurant pour sa défense, pour Céline. Donc les compliments pleuvent dans le chat. Ouais. Et effectivement, sa taille, on peut pas s'empêcher de faire le petit comparatif avec Jérémy Janot, mais ce dernier arrêt qu'il va chercher dans la lucarne, peut-être que si c'est un gardien de 1m95, il est moins impressionnant, mais là, du coup, on a à la fois le spectacle et à la fois l'efficacité. Et puis c'est vrai qu'il y a un truc souvent avec des joueurs, des fois, qui apportent beaucoup dans le vestiaire en termes d'état d'esprit, même s'ils sont pas forcément explosifs sur le terrain, ou inversement, des bons joueurs qui n'ont pas forcément un gros impact émotionnel. Mais là, un peu comme Charbonnier, je les mets un peu dans le même sac. On sent vraiment qu'ils sont arrivés avec un autre état d'esprit dans le vestiaire. Et je crois qu'au-delà de bons joueurs, on avait vraiment besoin d'avoir un autre état d'esprit et de sortir un petit peu de cette dépression. J'aimerais juste rajouter, parce que c'est Romain qui remue le couteau dans la plaie dans le chat, en disant dire qu'on aurait pu l'avoir pour 1 euro en juillet dernier, bravo. C'est vrai, j'allais en parler, Karl. T'as raison. Après, faut pas refaire T'as raison. l'histoire. Faut se dire quand même que c'est un gardien que la cellule de recrutement avait pas retenu comme étant un gardien qui pouvait être intéressant à récupérer. Il aurait coûté rien du tout. Et surtout, Laurent Batles attendait avec grande impatience au mois de juillet. Un gardien de but ne voulait pas partir avec Green et Dreyer n'était absolument pas son choix. Donc ça en dit long parfois un petit peu aussi des balbutiements au sein pas au sein de la cellule de recrutement, mais par rapport au chef du recrutement à Saint-Étienne qui parfois se met un peu les pieds dans le tapis. Après, je suis pas trop d'accord avec ça, moi. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'il faut pas trop refaire l'histoire. C'est que l'Arseneur, il est complètement à la cave à Brest. Je crois que l'année dernière, il joue pas un match. Et la saison suivante, il est très très mauvais. Et ça me fait mal de le dire, mais je pense que Jérémy Janot lui a fait beaucoup de bien à Valenciennes. Je pense que c'est un bon coach gardien et il l'a totalement remis en confiance. Et c'est vrai que cette saison, même à Valenciennes et chez nous, il éclate, quoi. Pourquoi ça te fait mal de le dire? Parce que j'ai du mal avec Jérémy Janot. Ah oui, par rapport au positionnement. Oui. C'est vrai qu'on va, on va séparer l'homme de l'artiste, effectivement. Avec sa personnalité. Okay. Mais je pense que c'est un très bon coach de gardien. Ouais. Il avait, pareil, fait éclater Lucas Chevalier à Valenciennes l'année dernière. Et là, il se retrouve avec un Arseneur complètement à la dérive. Donc c'est pour ça, est-ce que cet été, on aurait été dessus, ça aurait été un bon choix? De base, j'aurais dit non, parce que franchement, il était totalement à la cave, quoi, à Brest. Après, là, c'est un apport considérable et le mec est totalement en confiance et il fait extrêmement du bien. Donc, c'est que du positif maintenant. Avant de parler un petit peu du coup de ce que ça apporte au classement, pour résumer, alors on a déjà bien parlé de la rencontre, mais si vous deviez définir 3 tops et 3 flops sur ce match, lesquels ce seraient? Je vous pose aussi la question dans le chat. Si vous deviez définir 3 tops et 3 flops, ça peut être des individualités, ça peut être des concepts, si vous avez retenu l'ambiance mise par les supporters, ça peut être ça aussi. Évidemment, ça peut être ce que vous voulez, l'exercice est assez libre. Qui veut commencer, messieurs, sur les tops? On va commencer avec les tops vu que c'est une victoire. Bon, je vais commencer pour une fois, Alex. Vas-y, Elias, vas-y. En top, Nkunku,
on en a déjà parlé tout à l'heure. Ouais, donc, on risque je de pense se que- retrouver sur Nkunku, je pense à peu près tout le monde, ouais. Il n'y a rien à redire. En top 2, mais c'est l'ambiance, elle était incroyable. Je crois que j'ai vu, il y avait 10 000 personnes à Charletti, dont 7 000 Stéphanois ou quelque chose comme ça. Ouais, on était chez nous. Euh, c'était dingue. Et la célébration à la fin avec les joueurs, franchement, je pense que j'ai rarement vu ça, surtout en Ligue 2. Ouais. Donc, Oui, c'est ça, franchement, c'est- rappelons qu'on est en Ligue 2 hein, quand même. ah ouais, c'est ça. Et le troisième, je dirais, la deuxième mi-temps qu'on a proposé, après le but magnifique d'Nkunku, on a été totalement en maîtrise, on a su accélérer, on a su ralentir, on a eu des longues possessions. Franchement, c'était plaisant à voir et c'est pas que ça faisait longtemps, mais j'ai trouvé qu'on avait fait preuve de beaucoup de maturité sur cette deuxième Ouais, période. maturité et c'est très confiance. intéressant pour la suite. Ce qui Ouais, est, tout à fait. ce qui est pas fréquent C'était pas le forcément. cas sur la première partie de saison. Et franchement, ça fait plaisir. Et ça nous fait une bonne base de travail quand même pour l'année prochaine, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui, je pense, seront là, j'espère. Ouais. Donc non, franchement, la confiance et la maîtrise qu'on a eue, la maturité qu'on a eue sur cette deuxième mi-temps, c'est mon top. Mon cher Alex, tes 3 tops. Bon, alors je vais pas parler de Nkunku parce que c'est un top convenu en fait. Ouais. Voilà, donc comme tout le monde en a parlé, je vais pas en reparler. Non, alors en top, moi j'ai envie de parler de Wadji un petit peu parce que il commence à prendre un rythme qui est pas inintéressant. Notre ami Wadji, on s'était bien moqué de lui Oui. en début de Moi le saison. Il premier, je parlait reconnais. un peu d'un poulet sans tête aussi, de On va quelqu'un sûrement qui finir à plus court. de 10 buts cette saison. Mais oui, C'est fou. à mon avis, il pourrait même, avec beaucoup de réussite, il pourrait être autour de 12, 13 buts en fin de saison. Et franchement, c'est la marque d'un buteur sur qui on pourra peut-être compter l'année prochaine, ça. Mini parenthèse, Donc, pardon, je te coupe. Le premier ouais, but qu'il met donc à la 21e seconde, je crois, m'a fait un peu penser dans le geste, avec un Obama. peu moins d'assurance, à Obama contre Eh Montpellier dans oui. le match sous la neige. Cette petite Ah ouais. talonnade retournée, Ça, ouais. sautée. Ouais. Il y avait un peu du Obama. Je lui souhaite la même trajectoire, Ah hein. bah, c'est sûr. Voilà, il y a ça en top. Évidemment, le public stéphanois au stade Charletti, c'était vraiment énorme et ça fait vraiment plaisir. À Paris, on a l'habitude de voir beaucoup de Stéphanois et là, on n'a pas dérogé à la règle. Et puis le troisième top, mais c'est un top clin d'œil, c'est la bonne initiative du club qui a fait monter les joueurs en train, voilà, dans cette période un petit peu C'est vrai. où on Soulignons-le. fait attention un petit peu à tout. Et je trouve que c'est bien que le club fasse attention à ça. Et puis financièrement, ça coûte aussi moins cher, j'imagine. Ouais. Donc voilà. C'est bien. Karl, est-ce que tu peux nous sortir les tops du chat? Et puis, je vois que les gens insistent un peu plus sur les flops. Je pense que sur les tops, c'est qu'on est globalement tous d'accord. Et donc, les Oui. gens ont envie de donner un peu des flops. Donc, je te laisse enchaîner Ouais. les deux. Ouais, bon, les tops, c'est Nkunku, l'Arseneur, le public, il y a Wadji qui revient aussi. Dans les flops, par contre, il y a la défense, il y a Ouais. Fomba qui revient. Il y a les filets du parquage. Il y a Lobry qui revient dans le flop de Albert. Enfin, oui, il y a So, Lobry, Fomba, Lobry. Donc, il y a vraiment Fomba, Lobry et So qui ressortent pas mal. Il y a Bouchouari pour Pascal. C'est la seule Ah fois ouais. que je viens de voir. Cafaro, très nonchalant dans le caractère. Alors, Cafaro, ce week-end, ça n'a pas laissé insensible parce qu'il y en a qui ont trouvé qu'il avait fait un match de très haut niveau et avec un très bon apport sur son couloir. Et puis, il y en a qui ont jugé que justement, il était un peu nonchalant et un peu responsable aussi sur un des buts. Il y a Ro qui nous dit flop So juste pour Karl. Oui, parce que c'était pour ceux qui vraiment- n'auraient pas le lore de l'émission, sachez que Karl est amoureux de Seydou So. Donc voilà. Voilà, sinon, il y a Albert qui est pas trop d'accord avec le Wadji en top. Ça, c'est pour Alex, un petit tacle, donc je le relaye parce que j'adore. Il a tout raté dans le match, même s'il a marqué, mais c'est vrai que s'il marque à tous les matchs, on prend quand même. Ouais. Voilà. Alors, Voilà, exactement. justement, sur les flops, du coup, Karl nous dit que dans le chat, ce qui revient le plus, c'est So, Lobry, Fomba, Bouchouari qui est venu une fois. Qu'est-ce que vous en pensez, Elias, toi, est-ce que tu as les mêmes? Sur la ligne défensive, en général, plus que So particulièrement. Après, So, il est comme on dit, sur la photographie des deux buts, donc c'est sûr que c'est ce qu'on va retenir. Après, moi, je mettrais plus, par exemple, Batles sur l'approche du match et la première mi-temps Ouais. défensivement, sur son approche défensive, son animation défensive.
Je trouve qu'on fait un peu de l'Aubry notre tête de Turc en ce moment. Moi, je trouve qu'il... Alors oui, il a beaucoup de déchets. Oui, il n'est pas décisif par rapport à ce qu'il faisait à Pau. Et ça, c'est très embêtant quand on sait le rendement qu'il avait à Pau, pardon. Mais je trouve qu'il a beaucoup d'activités avec et sans ballon. Et c'est pas négligeable dans l'équipe qu'on a. Oui, ça reste un Parce milieu de que- terrain, on en a besoin pour de l'activité, quoi. C'est ça, avec Bouchouari, ils ont un vrai travail de l'ombre, je trouve, qu'on met pas assez en valeur sans ballon. C'est-à-dire que dès qu'on perd la balle sur le contre-pressing, c'est souvent ces deux-là qui interviennent les premiers, qui mettent beaucoup d'intensité, et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des bonnes et longues possessions de ballon, parce qu'on le récupère très vite aussi. Donc Fomba, un peu dépassé, mais pareil, je trouve que c'est l'animation défensive qui n'a pas été bonne dans son ensemble. Et Cafaro, en fait, je vais le mettre en flop top. C'est nouveau parce que il est très inconstant même dans un match, c'est-à-dire qu'on va pas le voir pendant très longtemps, puis il va nous faire une fulgurance type penalty, type centre qui amène un but, mais pareil, ouais, il va être nonchalant, il va perdre des ballons bêtes, etc. Donc après il est décisif encore une fois parce que je pense qu'il a été pas mal décisif cette saison quand même. Donc c'est un joueur assez particulier. Et il est frustrant, je trouve, des fois, lui aussi. Un peu comme l'Aubry. Ouais. Un peu plus que l'Aubry, même si. Alex, sur les flops? Ouais, clairement, l'Aubry parce que je trouve qu'il n'arrive pas à se remettre à l'endroit depuis de nombreux matchs, et pourtant l'équipe fonctionne. Mais lui est toujours un petit peu, je trouve, en décalage dans ses performances. Alors c'est jamais mauvais, c'est jamais très mauvais, mais c'est toujours moyen, ou en tout cas assez en dessous de ce que proposent les autres. Alors j'entends hein, le travail de l'ombre, mais j'ai l'impression qu'il transforme moins bien les ballons. J'ai l'impression que son gros taux de déchets se voit plus que les autres. Ouais. Cafaro aussi parce que même s'il obtient un penalty, même si il fait une bien meilleure deuxième mi-temps, c'est un joueur dont je n'aime pas l'attitude en fait. C'est un joueur qui se couche assez facilement, c'est un joueur qui se regarde assez facilement, qui concentré fragile. Psychologiquement, bah, quand ça va, c'est bien, mais quand ça va pas, c'est un joueur aussi qui peut vriller complètement. Moi, honnêtement, c'est qualité hein, pour la Ligue 2, Cafaro, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que c'est un joueur qui m'apporte pas assez de sécurité sur le terrain en termes d'état d'esprit. Voilà, il y a quelque chose qui me manque avec lui. Donc voilà, puis après le troisième flop, c'est ce filet pour les supporters qui était juste dégueu. Voilà. Oui, on se souvient que ça avait pété à Charletti avec les supporters lyonnais, mais nous ne sommes pas des supporters lyonnais. Nous n'avons pas à avoir le même traitement de faveur. Sur ce, messieurs, je vous propose qu'on passe à l'instant chroniqueur de Elias. Je pense qu'on a bien débriefé cette belle victoire contre le PFC. Et j'ai hâte d'écouter ce que Elias a à nous dire. Alors, c'est à toi. J'ai pas encore de jingle pour toi. Donc, il n'y a pas de souci. Et Elias donc tout d'abord, je voudrais remercier Sylvain de Green Prospect. Qui est dans le chat. Ouais, j'ai vu ça. Parce que je me suis grandement inspiré de sa chronique de la semaine dernière. Pour rappel, elle portait sur la préparation de la saison suivante et la présentation de quelques jeunes du centre de formation qui pourraient intégrer l'effectif professionnel. Moi, mon domaine, c'est pas la formation, mais j'ai quelques notions de scouting. Si je vous dis Mohamed Moufid ou Mohamed Kanan, je pense que ça ne vous dit rien. Et c'est bien dommage, car il y a 2 très bons articles sur eux chez les Peuples Verts. Outre cette petite aparté, le maintien quasiment acquis, on peut même prendre des risques en disant acquis, assez tôt avant la fin de la saison, permet au board de préparer et planifier la saison prochaine avec une certaine avance. Attention, il faudra aussi terminer le plus haut possible, car si je ne dis pas de bêtises, il existe un gap financier entre finir 6e ou finir 15e. Les cas Nkunku et Crasso sont pour moi prioritaires, car ce serait un gain de temps et surtout un gain sportif de les garder avec nous la saison prochaine. Cependant, l'effectif en place va connaître pas mal de chamboulements, et il faudra avoir anticipé toute éventualité en termes d'arrivée, mais aussi de départ à compenser. Financièrement, je pense qu'on va payer la fenêtre de transfert de cet hiver, et le budget alloué cet été sera très faible. Mais quand on manque de moyens, il faut avoir des idées. Les venues de Luis de Souza et Jean Costa ont fait du bien cet hiver, donc c'est les 2 scouts qui sont arrivés.
Cependant, ces derniers sont en fin de contrat à l'issue de la saison. Pourquoi ne pas, pourquoi ne pas prolonger leur mission jusqu'à la fin de l'été? Un mercato, la plupart du temps, ça ne se passe pas comme prévu, alors autant mettre toutes les forces de notre côté. Pourquoi ne pas aller recruter dans des zones peu exploitées dans le scouting français? Sportivement, ça aurait du sens dans le fait de combler les carences encore nombreuses de l'effectif actuel. Et financièrement, les dépenses seraient maîtrisées et peu risquées. Tout du deal gagnant-gagnant. Il faudra aussi accepter le fait de vendre des joueurs avec une bonne cote. Je pense par exemple à Benjamin Bouchouari ou Seydou Sow. Aucun joueur n'est irremplaçable, désolé Karl, malgré l'amour que je porte à ces deux joueurs-là. Et si ces ventes peuvent rapporter quelques buts pour renforcer ailleurs à moindre frais, les supporters devront accepter cette situation. Je terminerai cette chronique par une citation issue d'un très bon bouquin qui s'appelle « Comment gagner un match de foot ». Ah oui, très bon. Je m'associe à toi pour le recommander aux gens. Si je suis Saint-Etienne, c'est recrutement malin, aller explorer des championnats sous-cotés ou pas vus, qui permettent d'entrer dans la ligne budgétaire. Pour moi, talent is everywhere. Il y a encore beaucoup de potentiel. Un Cristiano Ronaldo peut naître en Mongolie, à Oulan-Bator, il faut juste avoir les moyens d'aller le trouver. Donc cette citation, elle est de Romain Poirot, c'est un Stéphanois et il est ex-recruteur pour Manchester City et Manchester United. Des idées novatrices, c'est tout ce qu'on demande. Eh ben merci Elias, très intéressant. Ouais, Alex? Ouais, non, c'est très intéressant. D'abord, c'est vraiment, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est très rafraîchissant et j'espère surtout que c'est dans cet état d'esprit que notre cellule va travailler et travaille déjà certainement même en ce moment. Euh, être scout et aller dénicher des joueurs, c'est un vrai travail. C'est un travail qui prend du temps, qui prend de l'énergie, qui nécessite certes des qualités, mais surtout vraiment de pas compter le temps passé à visionner, à regarder des statistiques et puis à observer des joueurs en vidéo ou en vrai dans les stades. Et c'est pour ça que je vous renvoie, si vous connaissez pas, comme vous disait Elias, un joueur comme Mohamed Kanan, ben c'est sûr il faut aller regarder les championnats israéliens, le FC Ashdod. Ça fait partie des papiers qu'il a fait chez Peuple Vert. Et honnêtement, vous verrez ce que c'est que le travail d'un scout dans un club, normalement, même dans un club professionnel. Parce qu'on ne vous parle pas uniquement de technique, de petits ponts et de buts et de passes décisives. On vous parle aussi d'attitude, de capacité cognitive, on vous parle d'intelligence tactique, de capacité émotionnelle. Et ça, c'est vraiment ce qu'un scout apporte dans un club et c'est très, très, très intéressant. Donc, Si faire du merci scouting, c'était juste regarder des lignes de stats, tout le monde pourrait être scout. Ben, malheureusement, j'ai la sensation que ça se passe parfois comme ça dans certains clubs. Ouais. Moi, il y a les deals avec agents. Et ça, Voilà, C'est vrai. C'est encore autre chose. c'est vrai. J'ai une question à te poser, Elias. Tu as parlé à 2 reprises de zones de scouting peu exploitées en France. Tu penses à quel championnat? Plutôt des championnats d'Europe de l'Est? Plutôt des championnats... Tu pensais à quoi en fait? Ouais, plutôt Europe de l'Est, puis je trouve très sous-exploité. Je prends par exemple, moi je regarde un peu la Croatie. La Croatie, il y a des très jeunes joueurs qui jouent déjà en professionnel. Et la Croatie, ces derniers temps, au niveau international, on ne peut pas dire qu'ils aient des mauvais résultats. Oui, non, c'est ils ont clair. sorti des mauvais joueurs. Donc voilà, la Scandinavie commence à être bien exploitée en France quand même. Ouais. Il y a de plus en plus de gens qui regardent ce qui se fait au Danemark et en Norvège notamment. Ils veulent trouver le nouveau Haaland. Ouais, c'est ça, je pense. L'Amérique du Sud pourrait être intéressante. Je sais que l'Argentine a pas mal de problèmes financiers, et les clubs en particulier. Donc, dès qu'il y a des petites offres pour des bons joueurs, ils s'en débarrassent très vite. Il y a d'autres pays qui se développent bien, notamment l'Équateur. Le Pérou a des joueurs intéressants. Le Pérou, j'ai entendu parler d'un... Ouais, voilà, j'ai entendu parler d'un latéral apparemment qui est pas mauvais, Trauco. Ouais. Il est arrivé obèse, c'est bien dommage. Non, mais puis par exemple, un pays qui est en train de se développer footballistiquement, qui a des super résultats au niveau continental, c'est l'Ouzbékistan chez les jeunes. Et
Mais pourquoi pas aller voir là-bas des joueurs, je pense pas que ça nous coûterait très cher. Après, oui, si on recrute des joueurs comme ça, il faut être patient, il faut les mettre dans les bonnes conditions pour Ouais. les accueillir. Et au bout de 3 mois, il ne faut pas les flinguer en disant mais lui, il est nul, c'est une chèvre, etc. Ouais. etc. Hashtag Donc, Ignacio c'est tout Ramirez. par exemple, mais c'est tout un travail. Le recrutement, c'est une chose. Après, il y a l'adaptation à la ville, à l'effectif, à la tactique, etc. Oui. Donc voilà. Tout à fait. Regardez un petit peu les joueurs stéphanois de début de saison et les mêmes qu'on voit aujourd'hui jouer. Hein. Et on voit tout de suite que la grande part psychologique qui existe dans les performances des joueurs. Regardez Wadji, le temps d'adaptation qu'il lui a fallu. Nkunku, ses tout premiers matchs. Giraudon. Voilà. Ouais. Alors Giraudon, c'est l'adaptation aux forêts, je sais pas. Mais Giraudon s'est très bien adapté au banc de touche et voilà. Mais ceci dit, Giraudon pourrait nous surprendre. Oui. Voilà, il est marqué au fer rouge par des résultats catastrophiques, mais peut-être qu'il pourrait se relancer. Voilà, je veux pas lui tirer dessus non plus, mais c'est vrai que la part de psychologie est importante chez les sportifs de haut niveau, chez les footballeurs du coup également. Et on voit aujourd'hui que Batles a des problèmes de riches quand il avait des problèmes de pauvres il y a encore quelques mois. Ouais. Mais c'est paradoxal quand même, parce que, juste si je peux rajouter une dernière chose, mais c'est que cet été, on a recruté des joueurs, soi-disant, qui connaissaient la Ligue 2, qui étaient expérimentés en Ligue 2, et finalement, on s'est retrouvé dernier du classement, donc pourquoi pas essayer autre chose, en fait. Oui, c'est vrai que les Dylan Chambaud, Giraudon et consorts et Pintor ne nous ont pas apporté ce qu'ils auraient dû nous apporter. Il nous reste moins de 10 minutes. Alors, on comptait faire venir un supporter à l'antenne. Je ne sais pas si on va avoir vraiment le temps. J'aimerais revenir, juste avant qu'on parle du prochain match contre Grenoble. À un moment, tu as dit, dans ta chronique, Elias, que le maintien était acquis ou presque acquis. J'aimerais vous poser la question, est-ce que pour vous, messieurs, le maintien c'est fait? Et si pour vous le maintien c'est fait, qu'est-ce qu'il faudrait viser? Vas-y Alex. Le maintien pour moi, oui, c'est fait, parce que je ne peux pas imaginer que dans les 8 dernières journées de championnat, on ne va pas prendre les 3 ou 4 points qui nous manquent. Je fixe une barre approximative à 42-43 points, hein, donc je pense qu'on est à peu près là-dedans. Je pense que le gros challenge pour Saint-Étienne, c'est peut-être d'aller toucher, si on continue avec ces résultats-là, peut-être d'aller toucher la 5e place. Ça pourrait être un beau challenge. On est à 9 points de la 5e place. C'est loin. En 8 journées, c'est ambitieux. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de toucher cette place qui donnerait beaucoup de confiance pour la saison prochaine et qui surtout permettrait peut-être d'attirer des joueurs au mercato qui se posaient beaucoup de questions il y a encore quelques temps, de savoir s'il fallait venir dans le bourbier stéphanois. Voilà. Oui, et en plus, tu le soulignais aussi, Elias, que la place au classement n'est pas juste pour la prétention en fin de saison, mais également ça a du sens en termes de budget, puisque selon la place à laquelle on termine, on n'a pas le même budget. Ouais, tout à fait. Je crois qu'on gagne une somme à la fin de l'année par rapport au classement final. Ouais. Donc c'est sûr qu'aller chercher la 5e place, ce serait bien. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs objectifs. Je pense une victoire en 8 matchs, c'est faisable. Et comme Alex, 42-43 points, je pense qu'on sera maintenu. Donc c'est pour ça que j'ai dit que, pour moi, sauf cataclysme, on sera en Ligue 2 l'année prochaine. Donc, finir le plus haut possible déjà, financièrement. Et puis même pour la confiance des joueurs, ce sera top de finir à une bonne place. Comme l'a très bien dit Alex aussi, pour pouvoir attirer d'autres joueurs cet été et dire que le projet de la remontée l'année prochaine, c'est jouable. Et puis surtout intégrer quelques jeunes, quitte à faire rentrer Pintor, pourquoi pas remettre un Aiki dans le groupe et lui faire croquer quelques minutes de temps de jeu pour essayer de l'intégrer pareil l'année prochaine à la préparation estivale, et pareil qu'il croque un peu du temps de jeu. Je pense que ça va être ça les principaux objectifs à venir. Ouais.
Alors, on a David qui nous a rejoint, qui est une tête pas inconnue de l'émission. Bonsoir David. Oula. Bonsoir David. Allô David. Est-ce que tu m'entends David? Il n'y a pas de micro, David. Là, je l'entendais, Titi, je l'ai entendu, mais je sais pas ce qui se passe là. Ok, bon. Bon, si tu nous entends et que tu retrouves la parole, interviens. Tu vas C'est ça. taper sur les doigts. Non mais voilà, alors ça c'est un truc qu'on essaye de commencer à expérimenter, évidemment on n'a pas la régie de RMC, mais petit à petit avec le temps on va essayer de vous faire intervenir dans l'émission, en plus de vous faire intervenir sur le chat. Il nous reste encore quelques minutes, j'aimerais bien qu'on parle du prochain match contre Grenoble, donc je vais lancer le jingle prochain match. Active Synthé Night Club. Le prochain match. Alors le prochain match, donc ce sera contre Grenoble le lundi 17 avril à 20h45 au Stade des Alpes à Grenoble. Est-ce que par rapport à l'équipe qui était alignée ce week-end contre le Paris FC, est-ce que vous changeriez quelque chose, messieurs? Alors déjà, est-ce que David, tu nous entends? Peut-être, mais nous ne t'entendons pas. Donc on va rester avec Alex et Elias pour l'instant. Alex, toi, est-ce que tu changerais quelque chose au 11 de départ? Mais, non. Ok. Je changerai rien, non, parce que je trouve que ça a plutôt bien fonctionné, ce qui a été mis en place. Après, et Elias avait raison, c'est peut-être dans l'animation qu'il y a des choses à revoir. Mais il n'y a pas de raison de changer de toute manière la triplette centrale en défense parce que Briançon est blessé et que j'imagine ni Nadé ni Giraudon entrer dans cette équipe. Ouais. Nos deux pistons à droite et à gauche, pas de raison de les changer. Bouchoirie, Fomba, alors si, voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que peut-être que notre ami Mouefek pourrait rentrer dans le 11 quand même. Ouais, je vois que dans le chat, ça propose du Mouefek déjà. D'accord, ouais, voilà. Donc Mouefek pourrait rentrer dans le 11. Là, ce serait pas inintéressant. Et puis ensuite, Crasso, Wadji, voilà, rien à dire. Donc en fait, c'est vraiment des petites retouches et notamment d'un Mouefek qui doit avoir faim et qu'on espère enfin voir sur la durée dans cette équipe. Elias, tu changerais quelque chose toi à ce 11? Ouais, comme Alex, je pense que Moefek va démarrer en espérant que. Tu le mettrais à la place de qui, toi? Non. Je pense que ce sera l'Aubry qui va sauter. Ouais. Après, entre Fomba et Monconduit, peut-être une hésitation, voir qui fera la meilleure séance d'entraînement dans la semaine, etc. Ouais, je mettrais peut-être une bille sur Monconduit parce que Fomba a un peu été dépassé, mais comme je l'ai dit précédemment, pas totalement de sa faute. Donc peut-être une pièce sur Monconduit et Mouefek. Mais non, le reste, les trois de derrière vont pas bouger, les deux pistons ne bougeront pas et les deux de devant ne bougeront pas non plus. J'avais vu dans le chat tout à l'heure quelqu'un évoquer l'éventualité de, étant donné que Briançon est pas là et que Monconduit sur les phases défensives ces dernières semaines a pris l'habitude d'avoir un rôle plus de défenseur, d'envisager de faire reculer Monconduit en défense centrale sur le papier dès le début du match. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution? Honnêtement, j'y ai pensé, mais il n'y a que Laurent Batles qui peut savoir si son joueur et ces caractéristiques-là, quoi. Pourquoi pas, mais est-ce qu'il a vraiment les qualités pour être à ce poste-là? On pense quoi au central plutôt? Je sais pas, Elias, toi qui a un œil très averti, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que ça aurait du sens parce que là, je viens de regarder la compo de Grenoble, surtout offensivement. Ces deux derniers matchs, ça va très vite devant. Sanyang, c'est un joueur qui va assez vite. Ils ont Sbailly et Phaéton. Donc, c'est vraiment Phaéton, c'est un joueur très costaud qui va très vite. Je pense qu'il va donner beaucoup de difficultés à la défense. Donc, pourquoi pas faire descendre Monconduit en phase défensive et mettre Sceaux sur Phaéton en marquage limite individuel pour aller au duel avec lui et essayer de l'éteindre, quoi. C'est vrai que ça aurait du sens tactiquement. Après,
je vois plus Monconduit occuper ce rôle-là, par contre, que Fomba. Je pense Mais que pas Fomba, le faire jouer dans la triplette de centraux. Hein. en fait, ce serait un rôle hybride comme il avait eu à Annecy, Oui, voilà. c'est-à-dire qu'il descendrait en phase défensive et Voilà. offensivement, par contre, occuper vraiment le losange milieu de Ouais, terrain, ok. quoi, Ah ouais, ok. en étant point de basse, ouais. Parce que je pense que Ce ce que serait intéressant, je l'auditeur pense. expliquait, c'était qu'il puisse éventuellement remplacer un Sceaux, un Petro Ah non, je pense Voilà. il a pas les qualités. Et puis, Voilà. Monconduit, c'est pas un joueur qui va très vite, qui est pas très puissant. Hmm. Dans les duels, il est fort dans les duels, mais on va dire en face à face avec son adversaire. Quand un adversaire il est dos au but et match à ce phaéton, c'est un client, je trouve. Hmm. Ça va être compliqué pour lui. Hein. Je le vois pas aller sur la ligne défensive, remplacer soit So, soit Petro ou soit Apia. Alors les gars, on arrive vers la fin de l'émission. Est-ce que David, tu as la parole? Bon. Vous m'entendez? Ah oui, ça y est, c'est Oui. bon, on t'entend. Ah, Bon, David. On alors t'entend. Eh bien, bonsoir à tous. bonsoir à toi, Bonsoir, bienvenue. David. Bon, on va se régler, hein, les amis, sur le fait de faire venir des supporters, de vous faire monter directement dans l'émission. Là, il y a eu un peu, je vous voyais faire des allers-retours avec Karl pour arriver à parler. On arrive vraiment sur la toute fin, donc bah écoute, tu es avec nous pour le moment des pronostics. Je vous laisse dans le chat me dire vos pronostics pour le prochain match, donc lundi 17 avril à 20h45, Grenoble-Saint-Etienne. Et puis je vais vous demander vos pronostics à vous, messieurs. Ben, je vais commencer avec toi, David. Quel est ton prono? Très bien. Moi, je vois gagner les Verts. Ouais, Je les vois gagner 2-1. Parce ok. qu'à Grenoble, ce sera pas facile. Je serai au stade d'ailleurs. Et à Grenoble, ce sera pas facile, je pense. Et pour les Grenoblois, c'est un derby, mais clairement, ça en est pas un. Non, Et nous je on sait vois ce que c'est un donc derby. gagner les Verts 2-1. Ok, Avec encore Wadji qui fera des siennes. ouais, voilà, tu fais augmenter ta cote en misant sur les buteurs. Donc doublé de Wadji ou Wadji plus quelqu'un d'autre? Wadji et puis Bouchouari parce qu'il a 2-3 trucs à se faire pardonner. C'est bien. Allez, parfait. Alex, toi, tu dirais quoi comme prono? Ouais, alors je sais que David, c'est un Savoyard, hein, je crois, de mémoire. C'est ça. Donc voilà, on est du même pays. Alors moi, je Beau dirais, pays. comme mon ami Savoyard, 2-1 pour Saint-Étienne, avec Wadji buteur, en effet. J'ose pas parler de Nkunku parce qu'il va finir par être inabordable ou coûter trop cher malgré la clause qui existe dans son contrat de prêt. Non, mais j'ai envie de dire Wadji Crasso, du très classique. Voilà, et puis on va ouvrir la marque, ils vont égaliser, on marquera le deuxième but en deuxième Très bien. mi-temps. Je suis très précis. Pour l'instant, je valide les deux scénarios. Elias, toi, tu dirais quoi? Bon, d'abord, il faut savoir que je suis très mauvais pronostiqueur. Donc, je préfère prévenir. C'est pas ça qui fait de toi un bon analyste, t'inquiète pas. C'est plus pour le jeu. Je dirais 3-2 pour Saint-Étienne, avec un doublé de Crasso et un but de Wadji. Et je pense que ça va être un match assez ouvert. Grenoble a besoin de gagner, pareil, pour essayer de recoller au wagon de devant, même si Bordeaux a un peu pris de large. Je pense qu'il y a un petit espoir encore. Donc, ils vont avoir l'envie de gagner et puis nous battre chez eux. Et nous, on va essayer de continuer sur la bonne lancée qu'on est là. Donc, ouais, une victoire 3-2. Ok, très bien. Karl, qu'est-ce qui ressort dans les pronostics du chat? Alors, dans le chat, il y a des victoires 1-0 pour ASSE 71, 3-1 pour nous, Hervé 1 partout, Leïla 1 partout aussi, Joss qui nous voit gagner 2-1, 3-1 pour David Lanco, triplé de Wadji, allez pourquoi pas, Nico qui nous voit une frappe de 35 mètres de Petro, Magic Fan de 2, enfin en tout cas il y a des buts dans tous les pronostics, victoire 3-2 de Saint-Étienne avec un but de Lobry pour Patrice. Ce qui est sûr, c'est que cette année, on peut pas dire 0-0 un match de Saint-Étienne. Ouais, c'est clair. Oui, en La tout cas, petite ça fait stat, plaisir de voir de l'optimisme et de l'enthousiasme. Bon, David, c'était un peu court, je suis désolé, mais il faut vraiment qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. C'est pas grave, aucun problème. Merci d'être venu et évidemment, tu seras le bienvenu si tu veux réintervenir dans les émissions suivantes. Merci Karl, Avec plaisir. merci Alex, merci Elias, encore bienvenue, bravo pour ta première. On se retrouve... Merci. J'étais bien entouré. Parfait. Aurélie. On se retrouve la semaine prochaine, les amis. Donc, ce sera pas lundi soir, étant donné que on joue le lundi soir. Ce sera donc mardi prochain. D'ici là, passez une très bonne semaine. Allez les Verts et à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Allez les Verts. Allez, salut à tous.